and that government of the people, by the people, for the people. Vive le peuple ouvrier de Paris! Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Entre les sociétés, entre les cultures, entre les peuples. Le peuple français. Parlons Peuple sur RCF. Vous écoutez Parlons Peuple, une émission d'été assurée pour RCF Radio par Histoire d'en parler. Histoire d'en parler, une association d'éducation populaire visant à rendre accessible l'histoire et la géographie. Nous recevons Stéphano Simiz, bonjour. Bonjour Pierre. Professeur des universités à l'Université de Lorraine, enseignant-chercheur en histoire moderne de manière générale. Et aujourd'hui, nous avons invité pour une émission de colons à la colonisation, la rencontre de nouveaux peuples. Donc vaste programme. Très vaste. On a prévu effectivement d'embrasser quasiment 3 siècles d'histoire de 1492 jusqu'à 1792, donc littéralement 3 siècles, et en gros poser la question justement de cette rencontre des peuples, comment on passe d'une rencontre, dans un premier temps avec les explorations, à ensuite ces systèmes de colonisation et de domination de nouveaux peuples. Donc on va embrasser plusieurs parties, et on va commencer donc avec d'abord Christophe Colomb. Tout le monde connaît Christophe Colomb, l'explorateur qui découvre l'Amérique. Bon, évidemment c'est plus compliqué que ça, hein, c'est pas le premier, parce qu'il y avait déjà d'autres peuples sur place, mais donc Christophe Colomb, qu'est-ce que c'est comme figure historique ? Est-ce que c'est un explorateur ? Est-ce que c'est un colonisateur ? Je pose déjà les questions qui fâchent. Ou les questions les plus simples. Il est successivement un peu les deux. Il fait partie un petit peu d'un mouvement de navigateurs, d'explorateurs. On en a quand même pas mal pendant tout le XVe siècle. Parce qu'on va aller de manière un peu accidentelle vers le monde américain, mais il y a tout le contournement de l'Afrique. Il y a l'idée de trouver de nouvelles routes directes pour aller chercher les épices. Et du coup, on a énormément de navigateurs, de pilotes, alors souvent formés en Italie, mais travaillant pour le royaume de Portugal ou d'Espagne. Et on parle de cette période comme étant les grandes découvertes. Est-ce que c'est pas un peu un euphémisme pour qualifier ces expéditions coloniales ? Oui, comme toute expression, comme invasion barbare par exemple, ça a pour but de fixer un peu les choses dans l'imaginaire des gens, et en disant qu'on passe... Alors, ce sont des choses connues, mais c'est comme si on changeait d'échelle. D'un seul coup, on se retrouve avec des mouvements, des voyages transocéaniques qui vont être d'autant plus importants que là, en plus, on va découvrir un continent qu'on ne connaissait pas. Bien sûr, oui. Et qu'on appelle longtemps, effectivement, les Indes, les Indiens, les Amérindiens. Les Amérindiens, exactement. Et alors, cette confusion des Indes, elle va perdurer pendant combien de temps ? Est-ce qu'encore aujourd'hui, d'ailleurs ? Alors, elle perdure un petit peu dans l'imaginaire, parce qu'on continue à parler des Indiens d'Amérique ou des Amérindiens. On devrait parler plutôt de ces peuples en les nommant pour ce qu'ils étaient. Elle perdure pendant des siècles également aussi, puisque les grandes compagnies commerciales qui partent au loin s'appellent compagnie des Indes occidentales quand on est en Amérique, des Indes orientales quand on est dans l'océan Indien. Et alors Christophe Colomb, pour expliquer peut-être un petit peu, vraiment assez concrètement, quand il débarque sur le continent américain, sur les différentes îles, comment ils font pour échanger concrètement entre différents peuples qui n'ont jamais eu de possibilité d'échange ? Est-ce qu'on a des langues avec lesquelles on peut communiquer ? Est-ce qu'on arrive à se faire comprendre malgré tout ? Ou alors, quelles sont les modalités de ces échanges entre les peuples des différents continents ? On aimerait bien le savoir. On voit tous la tête un petit peu dans le film de Ridley Scott de Gérard Depardieu arrivant, les yeux écarquillés. Mais la réalité est un peu plus compliquée, parce que les seules sources qui en parlent sont celles des carnets de bord un petit peu de Christophe Colomb et des gens qui ont voyagé avec lui. Oui. Donc, on peut imaginer un effet de surprise d'autant plus important qu'il pensait quand même mettre les pieds sur des archipels qui étaient peut-être proches de ce qu'on appelait Cipangu, c'était le nom du Japon à cette époque, ou en tout cas de l'Extrême-Orient. Donc la rencontre est compliquée à voir. Ouais, il va y avoir une certaine sidération de part et d'autre, j'imagine. Oui, alors la sidération, on a toujours dit, mais du côté des Indiens, peut-être qu'ils regardaient ces gens venant de loin, barbus ou non, suréquipés, avec une technologie qu'on ne connaissait pas, comme étant peut-être des émissaires d'autres peuples, ou voire de Dieu. Et puis du côté de Colomb, on voit avec ses carnets qu'il décrit les peuples en disant, mais ils ont l'air sages, innocents, tranquille, et il ajoute, ils seront peut-être faciles à coloniser aussi, comme si finalement on retrouvait un peu les peuples du paradis perdu. Oui, c'est aussi un mythe de l'innocence des peuples primitifs. Oui, qu'on retrouve jusqu'à Avatar aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Et donc peut-être pour donner un petit peu de jalon historique, il y a une date qui est assez importante, c'est le traité de Tordesillas en 1494. C'est une grande décision qui vise à partager le monde en deux, entre l'Espagne et le Portugal. Je la fais un peu vite en 1494. Oui, mais c'est juste. On se partage 2 zones d'influence selon un méridien. On prend une ligne imaginaire, on dit ça, ce qui est à l'ouest, c'est pour vous, ce qui est à l'est, c'est pour nous. Et quelles sont les ambitions pour ces empires en se partageant le monde ? Est-ce qu'ils visent à définir des zones d'influence, des zones commerciales, des zones d'évangélisation ? Parce que c'est aussi sous la supervision du pape. Donc quelle est l'ambition de ces peuples, les Espagnols, les Portugais à ce moment-là, en gros ? Toutes les dimensions que vous venez d'évoquer, Pierre, se retrouvent.
elles sont toutes là. Le traité de Tordesillas, c'est un accord bilatéral entre deux puissances ibériques qui sont parties au loin. Une qui contourne l'Afrique et va dans l'océan Indien jusqu'aux limites à peu près de Macao et du Japon, c'est le Portugal. Donc ce qui signifiera que quand les Espagnols viendront de l'autre côté, avec les Philippines, on créera une autre ligne de partage par un autre traité en 1529. Et puis côté espagnol, l'idée est relativement simple aussi. Il faut préserver les nouvelles routes que l'on a pu créer vers l'ouest. Et est-ce qu'il y a une bascule vraiment dans cette course à la colonisation ? Est-ce qu'il y a une date où on se dit ouais, là on change d'échelle, là vraiment on n'est plus dans juste des explorations, et là oui vraiment on lance des conquêtes coloniales. Je pense par exemple, je sais pas, la conquête de Cuba, de l'Empire aztèque, des Incas, donc pour situer au début du XVIe siècle un peu pour tout ça. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit ah oui, là on change d'échelle, là on change de volonté ? C'est justement pour ça que Christophe Colomb est devenu un symbole, parce qu'avec lui, on change non pas de manière de naviguer, mais de conséquences un petit peu des navigations. Le simple découvreur va devenir un peu un colonisateur. Et c'est sûr qu'il y a la première période qui est souvent regardée dans l'histoire un peu de l'européanisation de l'Amérique, parce que c'est quand même les Européens en Amérique, c'est ce qu'on appelle le cycle antillais. Ça va durer jusqu'à ce que Cortés aille à se prendre possession un petit peu de Tenochtitlan. Et là, on va d'île en île. Bien sûr, c'est une conquête qui se fait au fur et à mesure, avec des conséquences assez dramatiques, comme la disparition des peuples autochtones. Oui, et Hernán Cortés, du coup, c'est les années 1517-1520 à peu près pour... Exactement, 1517 pour ses premiers voyages, oui. Et effectivement, Hernán Cortés, c'est vraiment l'image du conquistador. Alors, on change de catégorie d'image. Autant Christophe Colomb, c'est une image un peu brouillée, d'où aujourd'hui cette figure qui est un peu le symbole de ce que l'on veut rejeter aussi, symbole de la première colonisation ou de la leçon européenne donnée un petit peu au monde. Donc lui est passé de découvreur à colonisateur. Il a d'ailleurs très mal terminé, parce qu'il a été accusé de corruption, de détournement de biens. Enfin, il est mort dans une pauvreté et dans un oubli total. Avec Cortés, c'est autre chose. On est vraiment dans une phase qui est celle de la terre ferme. Là, on va vraiment se poser, et avec une idée de conquête territoriale. Et peut-être la question se pose aussi, là c'est peut-être un peu plus documenté pour Hernán Cortés, et les échanges justement avec l'Empire aztèque. Est-ce qu'il y avait des interprètes des différentes langues ? Est-ce que, encore une fois, c'est cette question de comment on fait entre différents peuples qui normalement n'ont pas de moyens de communication ? Eh bien, on est 25 ans après Colomb. Du coup, les contacts n'ont cessé de se multiplier. Colomb a sans doute touché un peu la terre ferme. On en garde un petit souvenir avec le nom de Colombie. Le pauvre, il n'a pas eu le droit de donner son nom à l'ensemble des continents. Quelqu'un est passé derrière lui. Mais oui, on a évidemment trouvé des habitudes un petit peu différentes. Il a pu trouver sur place, du côté de la presqu'île du Yucatan, du Tabasco, on est vraiment dans le coin sud-est du Mexique, il a trouvé des Européens qui avaient été laissés pour morts, mais qui finalement avaient été intégrés, quasiment pris comme otages. Et puis en même temps, d'autres personnes, du coup, depuis le castillan, l'espagnol, jusqu'au maya, du maya jusqu'à l'aztèque, on en arrive petit à petit à trouver toute une série de ce qu'on appelle des truchements, donc des traducteurs. C'est beaucoup plus simple. J'ai pensé, quand vous avez évoqué le nom du continent américain, il faut peut-être rappeler une petite fierté régionale que le nom de l'Amérique aurait été inventé à Saint-Dié-des-Vosges par un certain... On va agiter notre chardon là, c'est vrai que c'est... Le nom de l'Amérique aurait été inventé par en Martin 1507, etc. Bon, voilà, c'est un petit peu la légende, peut-être. C'est pas qu'une légende, c'est une réalité aussi dans la publication. Et puis le festival international de la géographie se tient à Saint-Dié, en référence à cet événement. Effectivement. Et du coup, si on avance un tout petit peu dans le temps, il y a un grand débat qui va s'ouvrir, notamment dans l'espace espagnol, qu'on retient aujourd'hui sous le nom de controverse de Valladolid, qui pose une question, entre guillemets, assez simple. C'est quoi la manière de conquérir ces peuples ? Quelle est la bonne manière d'évangéliser les peuples amérindiens notamment ? Et on va avoir en gros deux tendances, si je schématise. Ceux qui disent qu'il faut convertir par l'exemple, et ceux qui disent, les indigènes, on les convertit par la force. Est-ce que c'est une réalité, cette controverse de Valladolid ? Est-ce que ça fait référence justement à des choses, des tensions qui étaient réelles sur la manière d'évangéliser les indigènes ? Oui, bien sûr. Et puis la controverse a un autre avantage, pour revenir un tout petit peu en arrière, c'est qu'elle intervient alors que la conquête est quasiment terminée. Donc on est en train de se demander, est-ce que la conquête est terminée ? Est-ce que le temps des conquistadors est révolu ? Et les deux questions se posent. Si le temps des conquistadors est révolu, il faut donc désormais devenir des colons, s'occuper des territoires et des populations qui ne seront pas emportées par la terrible unification microbienne, par exemple. Et si ça n'est pas le cas, eh bien on peut peut-être encore estimer que le temps de la conquête, et donc le droit de conquête et de
maîtrise des territoires et des personnes peut continuer. Et les deux qui se battent là-dessus, alors on connaît bien Las Casas, bien sûr, on le regarde comme le vainqueur moral, même si la controverse de Valladolid n'a jamais donné un résultat concret. Et le second, c'est Luis de Sepúlveda. Ce qu'on oublie souvent, c'est que tant Las Casas que Sepúlveda sont les disciples d'un même maître qui s'appelle Vitoria, qui avait donné à l'université de Salamanque, c'est la Sorbonne espagnole, de grandes leçons sur les Indiens, et qui était quelqu'un de relativement proche dans la pensée d'un Erasme, par exemple. D'accord, et donc relativement des humanistes, entre guillemets. Ce sont des humanistes, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on met fin vraiment à la conquête ? Et à ce moment-là, on accorde un droit différent, une protection à des mineurs, ce ne seraient que des mineurs que seraient les Indiens, ou est-ce que la conquête, non, on doit la conserver avec encore des modes plus brutals, un petit peu de contrôle. Et ça, effectivement, on verra pour le coup dans la deuxième partie. On vous propose de faire une petite pause avec la chronique musique historique. Parlons Peuple sur RCF. Et c'est l'heure de retrouver Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est cette chronique ? Un petit peu de musique et quand même historique, donc une musique historique et un petit défi à la clé. Ça marche. Et avant de passer au thème du jour, on va revenir sur la réponse de la semaine précédente. On réécoute un petit extrait. Et quelle était la réponse à la question du coup ? Alors la question déjà peut-être, pour se remettre dedans. La question c'était par quelle personne ce chant est popularisé. Ouais. Donc la réponse c'est qu'il est popularisé par les personnes qui mènent la révolte protestante à l'époque. D'accord. Donc le psaume 68, que Dieu se montre seulement. Ok, donc du coup on va passer à la chronique de cette semaine. De quoi tu vas nous parler alors ? Alors en hommage à Christophe Colomb, puisque le titre de cette émission c'est de Colomb à la colonisation, la rencontre de nouveaux peuples. Donc pour lui, on va s'intéresser à l'un des plus grands hymnes du monde anglo-saxon, qui est un cantique écrit fin 1722. Ok, et on écoute ça tout de suite. On vient d'écouter Amazing Grace par Judy Collins. Alors Stéphanie, est-ce que tu peux nous apprendre un petit peu plus sur la chanson ? Absolument, c'est John Newton qui l'a écrite en référence à sa propre histoire, parce qu'il a été longtemps marin sur des bateaux esclavagistes. Et un beau jour, le bateau a chaviré pendant plus d'un mois. Okay. Et quand il est revenu, et même plutôt quelques années après une grande réflexion, je dirais, il s'est converti et il est devenu pasteur protestant. Et c'est pour écrire un des sermons dans le cadre de cette fonction-là qu'il a écrit ce poème religieux. Les paroles, en tout cas. Et comme tu disais, il y a vraiment 15 000 versions de cette chanson. C'est hyper difficile de choisir. Bon, là, en l'occurrence, tu as choisi Judy Collins. Et alors, on est dans la chronique musique historique. Il y a un jeu à la clé. Quel est le jeu en lien avec cette chanson Amazing Grace ? Alors, la petite question dans un instant et un petit indice avant la question, c'est que c'est une chanson qui est vraiment très célèbre dans la langue anglaise et dans le monde anglo-saxon. Très bien. Important pour la suite. La question, c'est quel homme politique a chanté cet hymne-là lors d'une cérémonie funéraire qui a été liée à une fusillade. D'accord, donc pas besoin d'un autre indice, on va dire que c'est assez explicite. Et donc le principe de ce petit jeu, c'est qu'on vous propose de gagner un livre, et en l'occurrence on essaye de faire un livre qui soit relié au thème de l'émission. Aujourd'hui le livre qu'on vous propose de gagner, c'est Les civilisations précolombiennes par Éric Taladoire aux éditions Que sais-je. Merci Stéphanie pour cette chronique musique historique. À bientôt. À bientôt. Parlons Peuple avec Pierre Suaire sur RCF. Nous sommes toujours avec Stéphano Simiz, professeur des universités à l'Université de Lorraine, et on s'intéresse donc à la colonisation et à la rencontre des nouveaux peuples. Et on a écouté à l'instant donc Amazing Grace, qui est un hymne très important dans le monde anglo-saxon. Et du coup, ça pose la question peut-être de justement les autres pays, la France, l'Angleterre. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant que l'Espagne et le Portugal conquièrent le monde ? Et pas grand-chose. On a une espèce de paradoxe, notamment pour la France. 3 façades maritimes, une très bonne position pour partir un petit peu au loin, et puis finalement, on décolle pas. Parce que les autres
pays ont une vocation plutôt continentale. Mais même les îles britanniques ont eu ce problème-là. Ouais, et ça va se lancer à partir du milieu du XVIe siècle, où vraiment ils se sont dit, ah oui, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Un tout petit peu avant, à vrai dire, dès la fin du XVe, il y a John Cabot qui travaille pour les Anglais, il y a Verrazzano qui va travailler pour les Français, et il y a cette célèbre phrase, mais vous la connaissez sans doute, qui est celle de François Ier, qui avait dit « J'aimerais bien qu'on montre la clause du testament d'Adam qui m'exclut du partage du monde ». Parce qu'on regardait un petit peu le traité de Tordesillas comme un traité de Yalta. Complètement injuste, voilà. Exactement. Et donc ça va se lancer vraiment à partir du XVIe siècle, et notamment peut-être le nom qu'on retient pour la France est Jacques Cartier avec l'Amérique du Nord, entre autres, parce qu'il y a eu d'autres expéditions aussi. Il y a une volonté de rattrapage peut-être, et en disant s'il reste des terres à se partager, nous on est preneurs aussi. Et comment ça va se faire? Est-ce que ça va créer justement des tensions entre les pays coloniaux dès cette époque-là? On sait qu'il va y avoir beaucoup de guerres par la suite, des guerres. Des tensions, il y en a forcément, parce que c'est vrai que le positionnement un petit peu des Portugais autour du Brésil et des Espagnols dans toute l'Amérique centrale et latine fait qu'il n'y a que les zones où ils ne se trouvent pas qui restent accessibles. Alors grosso modo, c'est entre le nord de la Floride et puis l'Islande que l'on peut essayer de s'implanter. Et c'est là que justement Cartier va faire ses tentatives. Alors aucune ne va réellement réussir, mais parfois il y a des difficultés. Les Français ont tenté de s'implanter en Floride au début des années 1560, notamment pour y faire une colonie d'abri pour des protestants maltraités en France. Ils seront chassés très brutalement. On a à peu près la même histoire au Brésil. Et donc on va avoir aussi la Grande-Bretagne, les Néerlandais, les compagnies néerlandaises des Indes qui vont se lancer dans l'aventure coloniale. Est-ce qu'on a une idée peut-être de leur relation avec les différents peuples? Est-ce qu'ils ont une approche différente peut-être des Espagnols, des Portugais? Oui, il y a des approches différentes, et c'est d'ailleurs ce qui intéresse le plus les historiens, c'est de voir si les Européens sont présents de la même manière en Amérique. Et le grand historien américain Francis Parkman avait trouvé une très belle expression que je résume ici. Il disait: les Espagnols sont venus, ils ont colonisé, ils ont exploité, ils ont éliminé. Les Anglais, ils sont venus, ils ont exproprié, ils ont envoyé au loin dans des réserves, ils ont récupéré les territoires. Le Français, lui, est venu et il a fait copain-copain, j'exagère un peu, il a créé des alliances un petit peu avec les peuples d'Amérique du Nord. Alors évidemment, tout ça est un petit peu caricatural. Ici, c'est très favorable à la manière française un peu de coloniser, mais chacun a son rapport, parce que chacun a son projet. Et est-ce qu'il va y avoir une doctrine de la part des Français justement qui est conçue entre guillemets? Est-ce qu'il va y avoir vraiment des penseurs de la colonisation en se disant il y a une manière de faire et il faut la conduire de telle façon, ou est-ce que c'est un petit peu selon les aléas, selon les rencontres, justement? Je dirais que c'est plutôt comme ça que ça se met un peu en place. Au contraire du monde espagnol qui va entretenir donc des grands débats, dont la controverse de Valladolid, en France, on n'a pas vraiment de débat qui s'instaure, que ce soit à la Sorbonne ou dans les parlements ou les institutions. Au début, c'est plutôt des initiatives privées de compagnies. Et puis petit à petit, elles vont être royalisées. C'est-à-dire aujourd'hui, on dirait nationalisées ou rendues un peu publiques. Et donc, je crois qu'il y a un côté un peu plus pragmatique. Et pour qu'il y ait vraiment une volonté d'État, il faut attendre un personnage comme Colbert qui va là vraiment décider de royaliser l'ensemble, d'avoir un plan un petit peu de colonisation qui soit cohérent. Et peut-être notamment les Antilles qui vont être des colonies importantes dans l'histoire. Très, très différentes des autres. C'est sûr que entre les vastes espaces du Canada, quand on imagine par exemple que la France détenait pratiquement les 2/3 des États-Unis actuels et tout le Canada, on se dit mais comment faire avec si peu de monde? Les Antilles, ce sont des petits espaces mais qui rapportent beaucoup plus avec les plantations et hélas l'esclavage, la traite négrière qui permet de développer l'économie sur place. Effectivement. Et vous parliez de l'Amérique du Nord, notamment la Louisiane qui prend son nom de Louis lequel d'ailleurs? Ah, c'est Louis XV. Et donc Louis XIV le premier puis Louis XV ensuite. Et les peuples concernés, est-ce qu'on a des éléments historiques? Est-ce qu'on a des sources autres que celles des peuples colonisateurs? Est-ce qu'on a des témoignages, ou est-ce que vraiment c'est difficile d'écrire cette histoire justement de la part des peuples? Ce sont des peuples qui n'ont pas vraiment d'écriture, donc c'est vrai qu'il va falloir mettre par écrit un petit peu ces traditions orales. Ensuite, il y a l'archéologie. Il y a évidemment tout le travail fait par les ethnologues, les anthropologues. Et d'ailleurs, l'un des premiers ethnologues, c'est Jean de Léry avec André Thévé, un autre Français. Là, on est au Brésil dans les années 1560. Donc, ils ont un regard un petit peu qu'on qualifierait d'ethnologique aujourd'hui. Mais l'essentiel de l'information qu'on a sur eux, c'est quand même le fait des colonisateurs, des administrateurs, des coureurs des bois.
des gens qui vont chercher de la fourrure un peu partout, des missionnaires bien sûr. Oui, la religion joue un rôle important dans les motivations coloniales aussi. C'est une caution un petit peu dans toute la colonisation, et c'est souvent mis en avant comme étant le premier devoir, voire le seul devoir vraiment impératif. Si on amène la civilisation un petit peu aux autres, c'est surtout pour leur amener le christianisme. J'insiste juste sur ce petit point parce qu'on a dans l'esprit que l'eschatologie, la fin des temps est pour bientôt. Et si on doit préparer cet apocalypse, il faut que tous les peuples de la terre aient reçu le message du christianisme. Du coup, il y a une sorte d'urgence. Alors évidemment, il y a ce prétexte moral, réel, sans doute sincère, mais évidemment les intérêts économiques, politiques, territoriaux, stratégiques jouent énormément. On est d'accord, et effectivement ça pose une question, là je n'avais pas forcément préparé, mais est-ce qu'il y avait des tensions entre catholiques et protestants dans cette course à la colonisation justement pour les différents peuples? Il y a plutôt des tensions nationales entre les pays, parce que le protestantisme avant le 19e siècle n'a pas vraiment un élan très missionnaire. L'idée de partir au loin, de dilater le christianisme et de l'amener un peu partout, c'est vraiment quelque chose qui est porté par l'Église catholique, qui crée même la congrégation de la propagation de la foi en 1622 pour coordonner l'effort. Côté protestant, non. En revanche, dans les bagages des gouverneurs néerlandais, des gouverneurs également anglais, on trouve évidemment toute forme de protestantisme. Oui. On parlait des rois Louis XIV, Louis XV. J'ai une question aussi, je me dis, est-ce que la domination coloniale, ça va pas de pair quelque part avec l'affirmation de la monarchie absolue, avec une volonté d'affirmer de la supériorité des peuples, en disant on est le plus grand peuple européen, donc on doit être le plus grand peuple au monde. Est-ce que c'est un peu exagéré de dire ça? Non, pas du tout. C'est un petit peu l'espace de l'époque, c'est de la frontière de l'époque. On se bat pour des questions de prépondérance et de suprématie. Et c'est pas pour rien que la plupart des guerres européennes, dès la fin du XVIIe siècle, se répètent au loin, et notamment en Amérique. Il y a toujours une phase américaine dans les guerres. Oui. Parlons Peuple, avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphano Simis, donc enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine en histoire moderne. Et sur cette émission, on se pose des questions sur la colonisation et on était arrêté sur le fait que la grandeur de la monarchie absolue s'affirmait en même temps que les conquêtes coloniales. Et j'ai envie de poser la question qui fâche, qu'est-ce qu'il en est de ce code noir? Le code noir, c'est le grand texte, le grand édit qui est fait par Louis XIV dans les années 1680 et qui a pour objet peut-être de préciser la condition des esclaves noirs au regard du droit et de définir un statut intermédiaire entre celui d'un homme libre et d'un bien meuble. Le code noir, qu'est-ce que c'est alors? Est-ce que c'est... Oui, le mode d'emploi du code noir. C'est d'abord la 6e grande ordonnance qui a été faite par Colbert. Celle-ci est à titre posthume, il est mort depuis 2 ans quand l'ordonnance paraît. Alors le code noir a une réputation chez les historiens qui font des comparaisons avec d'autres codes qui existent pour d'autres pays, c'est d'être relativement, alors je mets plein de guillemets, d'être relativement plus tolérant. C'est-à-dire que les maîtres se plaignaient qu'ils ne soient pas assez durs, qu'ils ne permettaient pas de gérer les esclaves, cette marchandise déportée, de la gérer comme ils le souhaitaient. Alors maintenant, cette réputation, il faut peut-être la comprendre dans le temps de l'époque, mais elle est liée justement aux confrontations, aux rivalités. Mais ça reste quand même un code qui a pour but de légitimer, de justifier une mise en esclavage, une déportation massive. Donc pour nous, aujourd'hui, évidemment, la réputation du Code noir rejoint la réputation des autres réglementations. Bien sûr, oui. Il était perçu comme trop favorable par les maîtres à l'époque, et de nos jours, c'est vu comme le symbole de l'inhumanité des relations entre les peuples. À l'échelle de la traite négrière organisée par la France, oui, bien sûr. Oui, et il s'appelle le Code noir. Est-ce qu'il est édicté dans le but justement d'organiser peut-être les traites négrières vis-à-vis des peuples africains? Oui, surtout d'organiser la manière de faire vivre dans les plantations et là où ils sont ces populations-là, c'est-à-dire que comment les éduquer, comment les christianiser. C'est vraiment l'organisation un petit peu du travail qui est faite ici. Elle organise moins les traites au loin, mais évidemment elle en parle. Ouais. Et ces traites négrières, on évoque parfois l'expression commerce triangulaire, évidemment qui est une notion très chargée, puisque c'est pas un commerce équitable pour le coup. Ce commerce triangulaire, est-ce qu'on peut estimer son importance et ses conséquences peut-être pour les peuples considérés? Est-ce qu'on a une idée des sommes mises en jeu, des nombres de personnes considérées, des sommes mises en jeu, là, il faudrait aller vers des ouvrages plus pointus, et ils existent, je pourrais les signaler si besoin. En revanche, sur la traite négrière, on va dire moderne et contemporaine, du 15e siècle jusqu'à Abraham Lincoln à peu près, on estime que c'est autour d'une 15aine de millions de personnes qui ont été déportées. Pour trouver des chiffres à peu près comparables, il faudrait prendre la traite pour tous les siècles précédents, depuis l'Antiquité un peu jusqu'au Moyen-Âge, une traite plutôt intra-africaine, mais on est sur des chiffres
ahurissant. Je veux dire, ce sont des migrations forcées à des niveaux inconnus jusque-là. À une échelle quasiment industrielle en réalité. Oui, d'où ce terme très maladroit et très, très blessant qui est de commerce, de marchandisation. On parle ici de pâte humaine. Oui, et effectivement, la question qu'on peut se poser également, c'est de la part de ces peuples, quelle aurait pu être leur réaction, quelles ont été les réactions de ces peuples soumis à l'esclavage, soumis aux traites, et aussi en Amérique, où on parle spécifiquement. Est-ce qu'il y a eu des réactions, des révoltes de la part de ces peuples ? Alors il a fallu du temps quand même avant qu'il y ait des révoltes. Bien sûr qu'il y a eu des révoltes un peu partout. On en a vu par exemple au Brésil dès le XVIIe siècle. Mais ce sont souvent ces révoltes sont un peu sporadiques. Ce que l'on voit plus souvent, c'est ce qu'on appelle du marronnage. C'est-à-dire qu'on s'échappe, on va créer des petites républiques indépendantes. On se met à l'abri dans une île, on se met à l'abri sur le territoire un peu de la Guyane ou de l'Amazonie. Mais c'est difficile. C'est souvent réprimé de manière très dure. Rien d'intéressant avant les grandes révoltes de la fin du XVIIIe. Oui, et alors au XVIIIe, ces grandes révoltes, ça consiste en quoi ? Alors c'est compliqué parce que ces grandes révoltes ne sont pas que des révoltes des esclaves, ce ne sont pas que des révoltes des Indiens, des native peoples, ce ne sont pas que des révoltes des colons, c'est un mélange de tout. C'est un mélange, c'est le moment où on veut se séparer un petit peu de la tutelle des métropoles qu'on trouve trop importante. Le cas d'école évidemment, c'est la Révolution américaine, les 13 colonies qui se libèrent. Mais ça se voit bien ailleurs et il y a notamment dans le monde inca des révoltes assez étonnantes avec des descendants d'inca qui rejoignent des descendants d'esclaves et des esclaves eux-mêmes. Et puis des colons également qui veulent se séparer de Madrid et qui organisent des révoltes. Mais aucune ne profite aux peuples locaux et aucune ne profite aux peuples qui sortent de l'esclavage. Peut-être le symbole de ces révoltes, c'est aussi Tupac Amaru II, si je me souviens bien. Oui, Tupac Amaru II, qui est un grand résistant, effectivement, mais qui a une situation très particulière dans la colonisation. Il a une année de gloire extraordinaire, en 1780 jusqu'à 81, et puis ensuite il est pris, il est amené à Lima, comme Tupac Amaru I, 2 siècles plus tôt, il est exécuté. Mais aujourd'hui, on voit sa statue un peu partout, et il apparaît comme le symbole de celui qui a secoué le joug un petit peu dans l'Empire espagnol. Exactement, et on voit que les parcours sont très complexes en réalité. Il va y avoir des métissages et des quantification des peuples là qui sont aujourd'hui perçus comme très très étonnantes. Et des classifications statutaires assez incroyables avec le pire des métissages jusqu'au meilleur des métissages. Mais par exemple dans le monde espagnol où il y avait une crainte qui était celle de l'impureté de sang avec le besoin d'avoir un sang pur, on estimait qu'une moindre goutte de sang impur pouvait corrompre toute une famille et une généalogie. Une simple goutte suffit. Une simple goutte suffit. Et c'est encore une question très sensible aujourd'hui dans les sociétés d'Amérique latine. Et là on a des exemples effectivement il faut cacher ses origines plus ou moins métisses et afficher plutôt le côté blanc, entre guillemets, qui est toujours encore un peu préservé. Oui, on l'a eu souvent, mais on a également des mouvements inverses, où justement il faut mettre en avant son métissage comme étant le fruit de la réalité. Après tout, on dit que le premier Américain, c'est le fruit du métissage. Le premier Mexicain, c'est le fruit du métissage entre les Aztèques, les Espagnols, et puis les premiers esclaves qui peuvent arriver. Effectivement, on touche à la conclusion de cette émission. On a parlé aujourd'hui de colons à la colonisation et cette rencontre de différents peuples avec Stefano Simiz. Est-ce que vous auriez peut-être un conseil, quelque chose à nous conseiller pour découvrir mieux cette période ? C'est une porte d'entrée peut-être pour l'histoire de Christophe Colomb, de la colonisation. Est-ce que vous avez une recommandation ? Alors, la recommandation, c'est toujours, moi je parle en tant qu'historien, il faut se reporter au livre. Il faut toujours y aller parce qu'on a souvent des approches un petit peu réduites, restreintes et rapides, et c'est normal parce qu'aujourd'hui, l'histoire peut servir également à des combats tout à fait légitimes, mais pour redécouvrir les personnages, il faut vraiment se replonger dans l'histoire. Et là, il y a une quantité de livres qui sont disponibles en langue française déjà. Parce qu'on a effectivement aussi des films, on parlait du film sur Christophe Colomb aussi, qui sont forcément un peu datés aussi, et malgré les travaux des historiens. En 1992, on fêtait ici vraiment la découverte de l'Amérique autour de l'exposition universelle de Séville, des Jeux Olympiques de Barcelone. Donc il y avait un moment hispanique important. Aujourd'hui, on voit les choses différemment. Oui, effectivement, 30 ans après, on a un regard peut-être un peu plus critique. Merci Stefano Simiz d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir pour Histoire d'en parler, pour l'émission Parlons Peuple, une émission d'été assurée pour RCF Radio par Histoire d'en parler. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, pour participer éventuellement aussi à notre petit jeu sur la rubrique musique historique. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine. On parlera de la christianisation du peuple sous la société d'Ancien Régime. Merci.